Mon nom est Nathalie Dubois. J'avais 31 ans, je travaillais comme coordinatrice des admissions dans une clinique pédiatrique à Lyon lorsque j'ai découvert que je possédais apparemment une maison que je n'avais jamais vue et que j'étais en retard de 3 mois sur une hypothèque que je n'avais jamais signée. L'appel est arrivé un mercredi après-midi. J'étais en train de finaliser les dossiers des patients, écoutant à moitié ma collègue plaisanter sur la dernière crise de colère de son tout-petit, lorsque mon téléphone portable a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, je l'aurais laissé aller à la messagerie vocale, mais quelque chose à son sujet, cela ne ressemblait tout simplement pas à du pourriel. Je me suis avancé dans le couloir et j'ai répondu. Mademoiselle Dubois, voici Julien Marchand de la Caisse de Crédit du Lac-Nord. J'appelle concernant votre hypothèque en souffrance sur la propriété de Haute-Rive. Vous avez 3 mois de retard. Je suis désolé, dis-je en clignant des yeux forts. Quelle hypothèque ? Il a répété le montant. 623 000 euros. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Je vivais dans un 2 pièces loué près de l'avenue Berthelot. Je n'avais aucune épargne pour un acompte, aucun cosignataire, aucune illusion quant à l'accession à la propriété dans cette économie. Cela devait être une arnaque. Mais ensuite, il a lu l'adresse, avenue Haute-Rive. Le nom n'a pas fait tilt jusqu'à ce qu'il le fasse. Ma sœur, Sophie, et son mari, Marc, avaient emménagé dans une magnifique maison de style artisan sur Haute-Rive il y a seulement quelques mois. J'avais visité une fois. Nous avions mangé du gâteau à la mousse sur le patio et soudain mon corps est devenu froid. J'ai mis fin à l'appel aussi poliment que possible et je me suis enfermé dans les toilettes du personnel. J'ai consulté mon rapport de crédit avec des doigts tremblants. Le compte était là. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse mise à jour à leur maison. À cet instant, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé ma sœur. J'ai juste fixé mon reflet dans le miroir, regardant mon propre visage passer lentement de la confusion à la réalisation. Ce n'était pas une erreur administrative. Ce n'était pas une blague. Quelqu'un avait volé mon identité pour acheter une maison de 600 000 euros, et je savais déjà qui. Et ce qui m'a le plus terrifié, c'est que les gens qui nous avaient élevés me supplieraient probablement de ne rien faire à ce sujet. Après l'appel, tout autour de moi est devenu flou. Les murs joyeux de la clinique, le son des rires des enfants provenant de la salle d'attente, même le bourdonnement des imprimantes et les conversations des infirmières, tout cela s'est estompé en un arrière-plan que je ne pouvais plus habiter. J'ai terminé la journée en mode automatique, souriant lorsque c'était nécessaire, hochant la tête lorsqu'on m'y invitait. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était fissuré. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, je me suis assise sur mon vieux canapé vert usé et j'ai regardé le lierre débordé par mon rebord de fenêtre. J'avais élevé ces plantes à partir de boutures, je les avais ranimées pendant les hivers du Rhône-Alpes, je leur avais parlé lors des longues nuits après de dures journées. Ma petite maison n'était pas glamour, mais elle était mienne. Simple, honnête, tout comme la façon dont j'avais vécu. Je n'avais jamais eu beaucoup d'intérêt à suivre les autres, même Sophie. Elle avait 3 ans de plus, et depuis notre enfance, elle était celle qui attirait l'attention, reine du bal de promo, titulaire d'une licence immobilière à 22 ans, mari avec un diplôme en finance, VUS de luxe, Instagram soigné. Et moi ? Je traitais les admissions des nouveaux patients et je programmais les chirurgies. Je possédais une seule paire de talons et j'utilisais mes congés payés pour des rendez-vous chez le dentiste. Je ne me considérais pas comme ennuyeuse, je me considérais comme paisible. Mais la paix ne fait pas les gros titres lors des dîners de famille. Tous les dimanches, nous nous rassemblions chez mes parents à Saint-Paul. Papa débouchait une bouteille de Cabernet et déclarait qu'elle était trop jeune pendant que maman sortait ses lasagnes célèbres, insistant pour que nous prenions une deuxième portion avant même d'avoir touché à nos premières bouchées. Sophie arrivait toujours en retard et faisait une entrée, grand rire, grandes histoires, grande boucle d'oreilles. Elle complimentait mes chaussures, puis demandait si j'avais pensé à déménager quelque part de plus adulte qu'une location. Je le prenais avec humour. Je le faisais toujours. C'était plus facile que d'expliquer comment j'avais choisi la stabilité plutôt que le spectacle. Ils ne demandaient pas grand-chose sur ma vie. Personne ne le disait jamais, mais je savais que je ne correspondais pas tout à fait à leur idée de succès. Je n'avais ni bague, ni histoire de promotion, ni photo de vacances au bord de la mer. J'avais juste des factures que je payais à temps et une vie dont je n'avais pas honte. Et maintenant, cette vie tenait à un fil. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi.
Je suis resté éveillé à me demander depuis combien de temps Sophie planifiait cela. Avait-elle feuilleté mon courrier pendant que j'étais sous la douche, pris des photos de ma pièce d'identité pendant que je dressais la table pour le dîner de Noël? Marc était-il au courant? Bien sûr qu'il l'était. C'était lui qui se vantait de savoir comment faire disparaître les papiers. J'étais censé passer dîner le week-end suivant. Sophie m'avait envoyé un texto plus tôt cette semaine, j'apporte le dessert. J'espère que tu gardes nos plantes le mois prochain aussi. L'audace de cela me faisait serrer la mâchoire maintenant. Il vivait dans une maison qui portait mon nom sur l'acte de propriété, et je n'avais même pas été autorisé à choisir le papier peint. Je me suis présenté à la caisse de crédit du Lac-Nord le lendemain avec ma pièce d'identité, ma carte de sécurité sociale, et une boule dans l'estomac si dense que respirer ressemblait à un travail. Le directeur de l'agence, un homme nommé Édouard Petit, m'a rencontré dans une salle de conférence au mur gris et avec une plante en pot qui semblait trop parfaite pour être vraie. Il a fait glisser un dossier sur la table avec un professionnalisme que j'ai à la fois apprécié et ressenti comme une offense. À l'intérieur se trouvaient des documents de prêt, des divulgations de clôture, des états de revenus, tous avec mon nom, mon adresse, et une signature qui ressemblait presque à la mienne. Presque. Tout cela a été traité en ligne, a expliqué Édouard. Documents téléchargés, signature numérique, vérification des revenus. Le revenu indiqué ici est généreux. Je me suis penché en avant. Combien? 198 000 € par an. J'ai laissé échapper un rire à bout de souffle. Je gagne 42 000. Son ton a changé. Mademoiselle Dubois, si vous dites que vous n'avez pas demandé ce prêt, il s'agit de fraude, de vol d'identité. Vous devrez contacter la police et commencer le processus de contestation immédiatement. Je veux des copies de tout, dis-je, ma voix plus calme que ce que je ressentais. En quittant la banque, j'ai serré le dossier comme un détonateur. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à un café dans un centre commercial, j'ai commandé un café noir que je n'ai pas bu, et j'ai commencé à lire chaque page comme si elle pouvait me dire comment ma sœur était devenue une étrangère. Les jours suivants se sont fondus en appels téléphoniques et en rages silencieuses. J'ai déposé une alerte de fraude auprès des bureaux de crédit. Mon score, autrefois un solide 726, s'était effondré à 542. Il y avait non seulement des retards de paiement hypothécaire, mais aussi une marge de crédit sur valeur domiciliaire, 3 cartes de crédit maximale et un prêt personnel, tous sous mon nom. Tous liés à une adresse électronique décalée de quelques chiffres, nathalie.dubois.lio@gmail.com au lieu de nathalie.dubois@iclou.com. Facile à manquer, facile à justifier, à moins de savoir exactement ce que l'on faisait. J'ai commencé à chercher des preuves, le genre qui ne pouvait pas être écarté avec un rire autour d'un verre de vin. Le mari d'une collègue travaillait dans la criminalistique numérique et m'a orienté vers un analyste en écriture manuscrite qui a comparé les signatures hypothécaires avec des copies de ma vraie signature provenant de mon permis d'infirmière et de mon contrat de location. Celles-ci sont falsifiées, dit-il. Astucieuse, mais falsifiée. Quelqu'un faisait attention, trop attention. Pourriez-vous en témoigner? Je pourrais. Puis est venue la partie dont je n'étais pas fier. J'ai commencé à fouiner. Je n'étais pas techniquement autorisé à examiner l'historique financier de Sophie, mais je savais où chercher des fissures. Son Instagram montrait peut-être du champagne et des chapeaux d'été, mais il montrait aussi trop de voyages pour un couple qui avait soi-disant juste déclassé ses carrières. Une amie de l'université travaillait dans un concessionnaire de luxe au centre-ville. Elle se souvenait que Sophie était venue louer une nouvelle Mercedes. Elle avait l'air incroyable, mais lorsqu'ils ont vérifié son crédit, cela a fait échouer la demande. Marc a dû payer en espèces. Cette même amie s'est penchée et a ajouté, il n'avait pas l'air ravi. Leur mariage, autrefois un reportage brillant dans le scrapbook social de notre famille, se désagrégeait. Mais ce qui m'a le plus stupéfaite n'était pas l'argent. C'était l'intention. Elle n'empruntait pas seulement en mon nom. Elle me préparait à l'effondrement. La police confirmerait plus tard que les recherches effectuées sur l'ancien ordinateur portable de Marc comprenaient des termes comme déclarer faillite au nom de quelqu'un d'autre et peut-on abandonner légalement une identité volée. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la stratégie. À la fin de la semaine, j'avais rassemblé suffisamment pour monter un dossier, non seulement auprès des autorités, mais aussi auprès des personnes qui m'avaient appris que la famille passe avant tout. Et pourtant, j'ai hésité.
Non pas parce que je ne croyais pas qu'elle méritait des conséquences, mais parce que je savais qu'au moment où je prononcerais le mot police, les personnes qui nous aimaient toutes les deux me demanderaient de me taire. Le dîner du dimanche était des lasagnes comme toujours. Ma mère m'avait envoyé un texto la veille pour me demander si je voulais qu'elle aille chercher ce gâteau à la mousse que j'aimais chez la Rose et le Saule. Je lui ai dit de ne pas se déranger. Sophie avait déjà prévu le dessert. Bien sûr qu'elle l'avait. J'ai passé près d'1 heure à m'habiller, non pas parce que je me souciais de mon apparence, mais parce que je voulais me sentir fortifié. J'ai opté pour un chemisier bleu marine et un pantalon foncé, professionnel, inébranlable, pas la petite sœur en chaussures empruntées. Pas ce soir. Le dossier manie dans mon sac me paraissait plus lourd à chaque pas vers la porte. Quand je suis arrivé, tout avait l'air exactement pareil. Mon père dans son fauteuil inclinable avec un verre de pinot, ma mère en tablier flottant de la cuisine à la table. Marc aidait à mettre le pain à l'ail, et Sophie, bien sûr, a fait son entrée avec 5 minutes de retard. Cheveux parfaitement bouclés. Chemisier en soie crème déboutonné juste assez pour avoir l'air décontracté. Elle m'a salué comme si de rien n'était. Nathalie, enfin. Tu as l'air si bien apprêtée. Une promotion dont je n'ai pas entendu parler? J'ai souri. Pas de promotion, je m'habille juste pour l'occasion. Le dîner a commencé comme des milliers d'autres avant lui. Mon frère Thomas et sa femme discutaient de leur rénovation. Sophie se vantait de sa véranda dans sa nouvelle maison, captant parfaitement l'heure dorée. Ma mère riait. Mon père versait plus de vin. Le gâteau à la mousse reposait au réfrigérateur. Sa présence planait au-dessus de moi comme un défi. Au moment où les assiettes étaient débarrassées, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai enveloppé ma main autour du dossier. Ma poitrine se serrait, mais pas de peur. Il n'y avait plus que de la clarté maintenant. J'ai attendu que tout le monde se taise, les fourchettes au repos, les bouches pleines de vin ou de mots non dits. Il y a quelque chose dont je dois vous parler à tous, dis-je. Une pause. Ma mère a levé les yeux de son verre en remplissant celui de Thomas. Bien sûr, ma chérie. Tout va bien. Sophie s'est penchée en souriant. C'est à propos de tes rendez-vous? Quelqu'un t'a finalement fait annuler ta routine d'arrosage des plantes du vendredi? La table a gloussé doucement. J'ai posé le dossier sur la table. Le silence qui a suivi était différent, lourd, intentionnel. Ceci est un rapport de police, dis-je. Je l'ai déposé il y a 3 jours. Mon père s'est redressé. La police? Que s'est-il passé? J'ai regardé directement Sophie. Il s'agit de vol d'identité, de fraude, de l'achat d'une maison utilisant mon nom, une hypothèque que je n'ai pas autorisée, des documents que je n'ai pas signés. Son sourire a vacillé. Nathalie, de quoi parles-tu? Je parle de la maison sur l'avenue Autrive, dis-je. Celle dans laquelle vous vivez. Ma mère a poussé un petit cri de surprise confus. Mais c'est leur nouvel endroit, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. C'en est un. Et selon les documents, il se trouve aussi que c'est le mien. L'hypothèque, les lignes de crédit, la dette, tout est à mon nom. Sophie a ri, un son aigu et cassant. C'est ridicule. Pourquoi ferais-je, comment pourrais-je même faire ça? Contrefaçon, fausse déclaration de revenus. Utilisation d'une adresse électronique décalée d'un seul caractère par rapport à la mienne, soumission de tout depuis l'adresse IP de votre ancien appartement. Vous en voulez plus? J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser les documents vers l'avant. Marc s'est levé vite, faisant légèrement tomber sa chaise. Nous n'avons pas à faire ça ici. La voix de mon père a coupé la tension, basse et inconnue. Assieds-toi, Marc. Le visage de Sophie était devenu pâle. Elle a jeté un coup d'œil aux papiers mais ne les a pas touchés. C'était censé être temporaire, dit-elle finalement. Tu as volé mon identité. Tu vis dans une boîte à chaussures. Tu gagnes moins de la moitié de ce que tu mérites. Nous avions juste besoin de temps, a-t-elle lancé. Une fois que le cabinet de Marc se redresserait. N'essayez pas, dis-je. N'osez pas transformer cela en une sorte de mission de sauvetage tordue. Tu as menti. Tu as construit une vie sur la mienne. Marc a expiré, se pinçant l'arête du nez. Je t'avais dit que cela nous reviendrait. Tu as joué le jeu, dis-je. Je n'ai pas signé les papiers, mais tu savais.
Tu as utilisé les cartes. Tu as payé une Mercedes avec du crédit volé. Ma mère s'est levée, tremblante. Sophie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Sophie la regarda comme un enfant pris en flagrant délit d'un mensonge trop grand pour être nié. Nous étions en train de nous noyer, dit-elle. Vous attendiez tous tellement de moi à la maison, l'image, le style de vie. Nous ne pouvions pas suivre. Mon père s'est aussi levé. Alors, tu as enterré ta sœur pour rester à flot. Il y avait des larmes maintenant. Le mascara de Sophie avait légèrement coulé. Je ne pensais pas que cela irait si loin. Je pensais que nous arrangerions les choses avant que quelqu'un ne le découvre. Tu prévoyais de déclarer faillite en mon nom, dis-je doucement. Tu n'allais jamais rien arranger. La pièce est redevenue silencieuse. Finalement, mon père l'a dit. Partez, vous deux. Papa. Non, dit-il. Nous gérons les conséquences, mais vous ne le ferez pas sous ce toit. Sophie a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Marc lui a pris le bras. Ils sont partis sans un mot de plus. Ma mère s'est affalée sur sa chaise. Je ne sais plus qui elle est. Je n'ai pas répondu parce que moi non plus. Les conséquences sont arrivées vite, plus bruyantes que ce à quoi je m'attendais. Lundi matin, les nouvelles locales avaient repris l'histoire, agent immobilier et conseiller financier en vue sous enquête pour vol d'identité. L'article ne me nommait pas, mais l'adresse était indiquée, et quiconque s'était déjà assis à notre table pouvait faire le lien. Les messages textes ont afflué. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans m'a envoyé un message, est-ce vrai? Un ancien collègue de mon premier emploi a commenté une publication avec juste merde. J'ai désactivé les notifications et j'ai mis mon téléphone dans un tiroir. Mes parents, en revanche, ne se sont pas retirés si facilement. Maman a appelé ce mercredi-là, sa voix mince d'épuisement. Ton père n'ira pas à son club de golf, dit-elle. Il dit qu'il ne peut pas les affronter. Je suis désolé de l'entendre, dis-je calmement. C'est toujours ta sœur, Nathalie. Je suis restée silencieuse. Elle a fait une erreur terrible. Mais il doit y avoir un moyen de gérer cela. Discrètement. Voilà. Le mot autour duquel ils tournaient tous. Discrètement. Ce n'était pas la première fois qu'on me demandait de me taire pour le bien de la paix. En grandissant, lorsque Sophie faisait des crises de colère ou déformait la vérité, on me disait de prendre de la hauteur. Je l'ai fait encore et encore jusqu'à ce que cette route se transforme en falaise. Elle n'a pas fait une erreur, maman, dis-je. Elle a fait une série de décisions délibérées. Elle a eu toutes les occasions d'arrêter. Ma mère a soupiré. Elle pourrait aller en prison. Je sais. Et les enfants? J'ai tressailli. Hélène et Rémi, 5 et 7 ans, brillants, drôles, innocents. Ils n'ont rien demandé de tout cela. Pense à eux, dit-elle doucement. Veux-tu qu'ils grandissent en rendant visite à leur mère à travers une vitre? Ce fut la première fois que j'ai hésité. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la restauration de mon crédit, de mon nom, de ma vie. Mais la justice valait-elle les dommages collatéraux? Je n'avais pas de réponse jusqu'à ce que Sylvie se présente sans prévenir avec 2 cafés glacés et un regard qui disait qu'elle n'achetait pas mon silence. Ils essaient de vous culpabiliser, dit-elle. Ne les laissez pas faire. Ils ont peur. Et les enfants, je comprends, mais laisse-moi te poser une question. Elle s'est penchée en avant. Si c'était un étranger qui t'avait fait ça, aurais-tu même hésité? Non. Alors, pourquoi la biologie lui accorde-t-elle une réduction? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà la réponse. Ce week-end-là, le bureau du procureur du district a appelé. Il passait à l'étape des poursuites formelles. Ils m'ont demandé si je voulais fournir une déclaration avant l'audience. J'ai dit oui. Ce soir-là, j'ai rouvert le tiroir et regardé à nouveau mon téléphone. Un message non lu de ma mère, tu as tout à fait le droit d'être en colère, mais s'il te plaît, ne laisse pas cela nous ruiner tous. J'ai tapé et supprimé 5 réponses avant d'envoyer finalement une seule phrase, c'est elle qui l'a fait, pas moi. 9 mois après que mon nom ait été utilisé pour construire le rêve de quelqu'un d'autre, j'ai signé un document hypothécaire. Mon nom, mon choix, mes conditions. Pas de revenus falsifiés,
pas d'adresse électronique fantôme, pas de mensonge, juste moi, un stylo, et une vérité que j'avais gagnée à la dure. L'ironie m'oppressait de toutes parts. Ma sœur avait détourné mon identité pour acheter une vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et maintenant, je faisais exactement ce qu'elle prétendait que je ne visais pas assez haut pour accomplir. J'avais acheté un modeste 2 chambres à Blanquefort. La cour arrière était inégale, les appareils électroménagers obsolètes et la boîte aux lettres cabossée. Mais elle était mienne. Payée avec de l'argent réel, un vrai crédit, et une paix durement gagnée. Sophie et Marc ont plaidé coupables. 18 mois de prison fédérale pour elle, 12 pour lui. Leur vie parfaite sur les réseaux sociaux s'est effondrée sous le poids des dossiers judiciaires et de la couverture médiatique. Je n'ai pas assisté à la sentence. Je n'avais aucun intérêt à regarder les conséquences. J'étais trop occupé à reconstruire ce qu'elles avaient essayé de démanteler. Quand j'ai emménagé, Sylvie a apporté du champagne et un paillasson qui disait « Pas aujourd'hui, voleur d'identité ». Mes parents sont venus séparément. Ma mère a apporté des lasagnes dans un plat que je reconnaissais de mon enfance. Mon père m'a tendu une fougère dans un pot en terre cuite et a dit « Je ne l'ai pas dit avant, mais tu as eu raison de faire ce que tu as fait ». Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était quelque chose. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre adressée en marqueur rose, scellée d'un autocollant de licorne. Elle venait d'Hélène. Chère tante Nathalie, je sais que maman a fait quelque chose de vraiment méchant. Je l'aime toujours, mais je t'aime aussi. J'ai dessiné une fleur pour ta nouvelle maison parce que maman dit que tu fais bien pousser les plantes. Puis-je venir te rendre visite un jour? J'ai fixé cette note pendant un long moment. La trahison m'avait presque brisé, mais ce n'était pas une histoire de ruine. C'était une histoire de nouvelles racines plantées. Je ne pardonnerai peut-être jamais ma sœur, mais je n'ai plus besoin de vivre dans cette ombre. Cette maison, aussi imparfaite soit-elle, est mienne. Elle a été bâtie sur la vérité, pas sur le vol, sur des limites, pas sur la culpabilité. Et pour la première fois, je me sens en sécurité sous mon propre nom.